si vous allez sur le site de WooClap, vous tombez là-dessus. Peut-être pas tout à fait là-dessus. Vous tombez sur une page de login ou de création de compte. Si vous allez dans Login, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous identifier avec l'université justement. Donc en bas, vous avez un sign-in with your university. Et tout en bas à peu près, il y a Paris Sud. Donc je serais assez intéressé. En fait, c'est marqué Paris Sud, mais ça redirige vers le truc d'authentification de Paris-Saclay. Donc évidemment, ça marche avec une adresse Paris Sud. Donc je pense que c'est valide avec tous les Saclay. Ok. Donc bon, moi j'ai déjà un certain nombre d'événements de créer. Donc normalement, si vous vous connectez avec Paris Sud, vous avez rien à faire pour avoir les accès au custom. Enfin, tout est déjà prêt. Donc en haut à droite, vous avez un truc qui s'appelle Mes événements. Donc c'est là que vous allez créer des événements. Donc ça regroupera des questions pour une séance ou plusieurs séances. Donc moi j'en ai créé une pour aujourd'hui. J'aime assez le fonctionnement de FAQ / questions à poser aux personnes de WooClap. Ça c'est un truc que je trouve qui marche bien. J'ai interagi 2-3 fois avec eux et ils répondent hyper rapidement. En fait, ici en bas à droite, vous avez un petit chat en fait qui permet de contacter les personnes et ils répondent hyper vite et ils sont assez enclins à mettre des trucs nouveaux en place si vous êtes convaincant. Donc voilà. Donc il y a trois trucs dispo essentiellement. Donc sur l'onglet vote, vous avez là où vous pouvez créer des questions. Donc ça c'est avant votre séance en fait, vous préparez un peu quelles questions vous voulez poser. Donc là vous voyez les deux premières que je vais poser. Il y a un certain nombre de types de questions, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais en gros, c'est des types classiques. Vous avez un onglet message, donc ça, si vous êtes sur votre téléphone, vous avez en bas à droite un petit icône message vert, et donc vous pouvez poster des messages dessus. Donc, typiquement, si c'est pendant le cours et que vous avez des questions sur le cours, je sais pas quoi, voilà. Donc ça s'affiche ici, et donc ça permet de mettre en avant les questions de manière anonyme éventuellement. Ça peut être sympa aussi. Et vous avez le même système de like que pour les villages de vote, par exemple. Vous pouvez aussi poster des messages, donc ça c'est assez pratique je trouve pour les trucs typiquement de maths ou de physique où les étudiants ne peuvent pas écrire dans un chat de maths ou de physique. Ils viennent poster un message avec la photo de leur raisonnement ici, si on demande un raisonnement. Et vous avez un troisième truc qui est au rythme du participant. Donc ça, c'est pour créer un questionnaire, alors soit avant la séance, soit après la séance, je ne sais pas. Donc là, moi, j'en avais créé un que je n'avais pas publié. Donc maintenant, je l'ai publié et normalement sur votre téléphone, peut-être modulo une actualisation de votre téléphone, vous voyez un truc apparaître qu'il y a un questionnaire et donc qui est à remplir au cours de la séance ou à la fin de la séance. Il n'y a pas grand-chose dans le questionnaire, hein, c'était juste pour illustrer. Ok. Et une fois que vous avez un petit peu créé vos questions, comment ça se lance? En fait, c'est marqué. Hein. Vous appuyez sur lancer ici, et après les questions vont défiler avec la flèche dedans. Donc ça enchaîne toutes vos questions. Il y a une fonctionnalité que j'aime bien qui est si à un moment vous voulez reposer la même question, soit parce que, je sais pas, il y a eu un problème, soit parce que vous avez posé une question, vous avez laissé débattre les étudiants entre eux, et vous voulez reposer la même question parce que vous avez l'impression que les réponses peuvent évoluer, il n'y avait pas une majorité qui l'emportait. Vous pouvez, ici en bas à droite, sur l'onglet vote, vous allez sur votre question, et vous faites dupliquer, et ça relance tout de suite la même question. Donc je veux bien que vous revotiez juste pour montrer après qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc on revote. Donc là évidemment les réponses vont peut-être pas changer, mais disons qu'on revote. Et donc vous avez en dessous un petit onglet comparaison qui permet de voir, alors les réponses ont changé manifestement, qui permet de voir les différences entre le premier temps et le deuxième temps. Donc là on peut imaginer, c'est un truc qu'on fait un petit peu mais à la main plutôt en cours, c'est si vous avez laissé les étudiants débattre entre eux entre les deux temps, on peut espérer que sur la deuxième session, il va y avoir un pourcentage de bonnes réponses un peu meilleur que le premier. Et donc la duplication en direct, ça permet comme ça de
peut-être qu'il n'y avait pas besoin de lancer un deuxième vote parce que je crois que 90% des étudiants avaient bien répondu et donc on ne va pas prendre le temps de faire débattre, etc. Soit il y a 50-50 et là, on a plutôt envie de reposer la question, donc on déclic et c'est parti. On s'était dit quand on avait discuté entre enseignants, c'est que ça, c'était particulièrement intéressant si on était à distance parce que ça permettait de faire débattre les étudiants entre eux et donc ça cassait le côté on parle tout seul pendant 1h30. Surtout que c'est souvent assez facile de faire des sous-salles et de les envoyer dans les sous-salles. Et donc, du coup, on peut très bien lancer une question, les mettre par 3-4 et puis leur donner 3 minutes ou 5 minutes avant de les refaire voter. Donc là, ça marche particulièrement bien à distance. Quand tu parles de sous-salle, c'est sous un autre, genre sous Discord ou sous... Ouais, c'est sur un autre. Ouais. Alors, sous Zoom, tu peux le faire, c'est hyper simple. Genre, si tu as 200 étudiants, tu peux dire que tu veux 100 salles et qu'il attribue automatiquement la répartition. Donc, toi, c'est 2 clics et tu as tout de suite 100 groupes de 2. Sous Collaborate, peut-être que quelqu'un sait mieux que moi, je sais que tu peux faire le drame de Collaborate, ou sauf si j'ai mal compris, c'est que tu peux faire des salons, mais si tu reviens dans le salon général, il ne se souvient pas de tes salons. Il faut les refaire. Donc, si tu as voulu choisir avec qui tu mettais chaque étudiant et pas de façon aléatoire, c'est une galère infinie. Alors, non. Si tu quittes la session, ça casse tout, ouais. Par contre, si tu reviens dans la salle... Nous, on a essayé avec Frédéric sur Collaborate et ça paumait le souvenir des groupes. J'ai fait ça plusieurs fois, il n'y avait pas de... D'une session sur l'autre. J'ai l'impression que la différence, c'est d'une session sur l'autre. Alors, d'une session sur l'autre, les groupes ne sont pas conservés. Ouais. Non, nous, c'était au sein d'une même session. Au même sein d'une même session, tu veux dire quand toi, tu bouges de salle? Non. Quand tu quittes les salles pour ramener tout le monde en amphi, si tu veux ensuite partir en salon, il ne se souvient plus de qui est dans quel salon, il faut les refabriquer. Je pense que c'est vrai. Si tu arrêtes ça, c'est une catastrophe. Quoi. Si tu es dans un format TP court, par exemple, il faut refaire les groupes à chaque fois. Soit il faut leur demander de venir à la main dans la salle principale, tous. Tu peux faire le c'est un truc qui marche assez bien sous Discord que Maël va nous présenter. Ouais, exactement. Merci pour cette merveilleuse transition. Peut-être qu'on laisse juste conclure avant de passer à Maël. Donc, il y a pas mal d'autres. Un autre truc sympa, donc je vais finir par ça, je pense. Vous avez la possibilité, une fois que toutes les personnes ont répondu à votre sondage, d'exporter les résultats de votre sondage directement sous format Excel. Soit d'exporter, soit d'envoyer aussi un rapport à l'étudiant si jamais vous avez coché l'authentification. Donc ça, c'est une authentification anonyme, ça, c'est une authentification par adresse qui est suite, typiquement. Donc, soit vous avez l'identité des étudiants, soit vous n'avez pas. Donc, dans tous les cas, vous pouvez exporter les résultats en Excel, soit en anonyme, soit pas anonyme. Et puis pour avoir des analyses plus poussées après, il y a pas mal d'autres options éventuellement compétitives pour peut-être produire un peu de vif là-dedans. Mais voilà, je pense que ça donne à peu près un aperçu de ce qui est possible. Et dans les questions QCM, un truc que j'aime bien parce que je fais des maths, c'est qu'on peut mettre du latex nativement sans avoir à mettre une image dedans. Ça, c'est un truc que j'aime bien avoir dans les QCM. Je peux poser une question? Ah oui. Vous l'avez utilisé comment, vous, du coup, en continu sur une séance ou à la fin ou de manière... Moi, je l'ai utilisé en début de séance. Principalement une utilisation un peu comme j'ai dit, c'est-à-dire je lance une question, s'il y a besoin, je laisse les étudiants débattre entre eux, donc sans donner réponse, et je relance. Voilà, il y a tout type de... On peut même poser des questions, pas en rapport avec le cours, mais plus en rapport avec l'organisation, s'il y a des remarques sur la forme du cours, etc. C'est pas forcément des questions scientifiques. Alors, il y a du monde qui connaît, mais je représente quand même juste brièvement. Donc, Discord, c'est au départ pensé pour les communautés de joueurs en ligne. Donc, c'est vraiment optimisé pour du partage d'écran et pour la conversation en direct. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un compte, chaque personne aura un compte, et on peut rejoindre plusieurs serveurs, là, ce que vous voyez à gauche sur l'écran. Donc, typiquement, là, c'est l'accueil, on peut avoir des conversations perso avec des gens. Et puis, là, il y a plusieurs salons. Donc là, Sherpack 2022 est ici. Et là, donc, j'ai fait un serveur de démonstration pour montrer un peu comment ça se construit. Donc, il y a deux types de salons. Ça, c'est vraiment la structure basique. Il y a des salons textuels qui sont signalés par le dièse ici, et puis des salons vocaux. Donc typiquement dans les salons textuels, c'est là qu'on va écrire des messages et qui vont être archivés par la suite et consultables plus tard.
Et je peux notamment épingler des messages ici si je veux qu'ils restent accessibles plus tard aux étudiants. Donc ça, on peut consulter tous les messages épinglés si par exemple il y a eu des infos ou des documents importants. Donc souvent c'est un peu dans la syntaxe un peu drôle, c'est conçu pour être un peu jeune, donc on peut avoir des surprises par rapport à ça, mais c'est toujours bon enfant. Il y a aussi des salons vocaux. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on donne un cours, par exemple, donc là je vais me connecter à salle d'optique. Par défaut, ma voix se connecte, donc là je vois que ça fonctionne. Et je peux également activer un partage de vidéo si je le souhaite. Donc le partage de vidéo, il est limité à... Peut-être là ça va bugger avec les deux partages, mais... Il est limité à 25 personnes par conversation. Ah mince, non ça marche, ok. Donc je peux arrêter la vidéo si je reclique. Donc je peux partager ma vidéo si j'ai envie et partager mon écran. Donc là, je choisis l'application comme d'habitude que je souhaite partager en direct. Et en fait, pendant que je parle dans cette conversation orale, je peux me reconnecter sur le groupe textuel. Et en fait, on peut interagir du coup pendant la présentation. Par exemple, si un prof donne un cours et qu'il y a un second prof qui est présent, ou bien seulement si le prof donne son cours, et puis regarder les messages qui sont postés en direct par les étudiants, qui peuvent être des questions, et comme ça on peut répondre de façon dynamique sans être interrompu à l'oral en fait. Ça permet de faire un cours assez fluide. Donc pour ce qui est vraiment de la structure elle-même, après, on peut donc évidemment renommer tous ces salons si on le souhaite, les supprimer, et on peut également créer des catégories. Donc là, ça va être tout en haut avec le petit V qui est ici. Donc, créer une catégorie si je veux, par exemple, salle de discussion libre, si je veux créer des groupes où ils sont entre eux. Donc, du coup, voilà, j'ai une nouvelle catégorie créée ici. Et puis, je peux ajouter un salon, donc soit textuel, soit vocal. Donc, ça, c'est pour la structure de Discord quand on veut un petit peu... hiérarchiser les conversations. Ce qui se passe, c'est que là, si on regarde le serveur donc de Sharpak 2022, il y a énormément de salles qui sont déjà créées, donc on va juste s'inscrire, on va juste ouvrir les salles au bon endroit. Les étudiants sont comme des poissons dans l'eau sur ce genre d'interface. Donc typiquement, nous, avec Karsten, on donnait les cours dans le salon écrit Labo d'optique, et donc il y a effectivement un historique de toutes les conversations écrites, donc de toutes les questions et réponses aux questions. Et donc, les messages épinglés, pareil, on a accès ici à tous les documents qui ont pu être partagés et les consignes, etc. Et enfin, je peux aussi partager deux modalités qui sont pratiques. En fait, il se trouve que sur Discord, on peut rajouter ce qui s'appelle des bots, qui sont en fait des aides à la mise en page, entre autres, pour certaines fonctionnalités. Donc là, j'ai rajouté LaTeX et un petit bot de sondage. Donc il y a des syntaxes très simples. Si je veux faire un petit sondage pour leur demander où ils en sont, voilà, dans le déroulement par exemple d'un TD. Donc voilà, la syntaxe est très simple. Ça, je pourrais vous la poster en mémo si besoin. Donc là, je peux mettre exercice 1, exercice 2, exercice 3 par exemple. Et donc, on aura un petit sondage comme ça qui est accessible à tous et toutes qui sont dans ce salon. Et donc, on peut voter juste en réagissant en dessous sur les différentes icônes. Donc, du coup, ça permet un peu d'avoir, sans intervenir à l'oral, d'avoir une idée d'où s'en est la progression. Et puis, il y a un autre bot pratique, c'est celui de LaTeX. Donc, la syntaxe, pour le coup, c'est le $. Je mets ma formule. Là, si je fais de la diffraction, par exemple. Donc, je poste ma formule en syntaxe LaTeX et puis ensuite, j'ai la formule tout de suite qui se compile proprement. Donc, voilà un peu pour les fonctionnalités. Je regarde juste s'il y a des choses que je voulais vous dire en plus. Mais en gros, c'est assez simple en fait. Il faut juste bien comprendre la distinction entre des salons écrits avec le dièse et des salons vocaux ici. Où du coup on va parler et on verra la liste des personnes présentes qui parlent dans le chat vocal. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas surtout. Est-ce qu'il y a une possibilité de tableau blanc sur lequel on peut dessiner? Alors, pour le coup, je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est possible qu'il y ait un bot à rajouter qui le propose. Mais pour le coup, je ne l'ai pas utilisé. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai partagé une application avec une tablette graphique et un tableau. Parce que du coup, je maîtrisais bien l'interface
Parce que le souci, parfois, ça peut être dans les tableaux blancs aussi, qu'il y ait des algorithmes de lissage d'écriture qui ne sont pas super optimisés et du coup, c'est vraiment moche, quoi. Ouais, moi, j'avais pas de tablette, j'ai fait vraiment le truc crade. J'ai ouvert Paint, j'ai partagé mon écran et j'écrivais à la main. Ça, c'est vraiment super mal. C'est pour les gens qui ont absolument zéro outil comme moi. Mais au pire du pire, ça sert de tableau blanc, en fait, le partage d'écran avec un Paint. Ouais, bah, c'était effectivement l'option que j'ai choisie. Et du coup, ce qui se passait dans le cours, par exemple, d'optique géométrique, qui est très visuel, on a fait... en fait, ils nous envoyaient des photos. Je ne sais pas si on le verra dans l'historique, parce que c'était il y a un peu longtemps. Mais donc, ils nous envoyaient... Si je cherche, je crois qu'on peut faire des recherches avec... on peut faire des recherches assez précises. Donc, dans Salon, je vais regarder dans la labo d'optique et je veux dire contient, par exemple, une image. Donc, je vais pouvoir faire une recherche dans cette conversation de toutes les images qu'il y a pu y avoir. Et typiquement, ce qu'on a pu faire, voilà, c'est qu'ils nous envoyaient des schémas de leurs exercices. Et puis, on avait possibilité de les annoter avec la tablette graphique, un peu de redessiner sur leur schéma, si besoin. Enfin, là, c'est une historique qui n'est pas forcément facile à consulter. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est organisé. Et franchement, ça marche super bien. Si on veut aussi, du coup, les envoyer dans des sous-groupes, c'est évidemment possible. On peut se dire que là, la labo d'optique, c'était la classe entière. Et pour les T2, donc il y avait un groupe 1, un groupe 2 qui se mettaient dans les salons écrits et puis qui pouvaient être dans les salons oraux en même temps, avec le petit microphone ici. Voilà, et puis il y avait aussi, si on voulait mettre carrément 6 petits groupes, c'est évidemment possible, il suffit de créer tous les salons associés. Et tu peux préparer à l'avance qui doit aller dans quel groupe parmi les utilisateurs ? Non, ça c'est vraiment, en fait, chacun est maître de son déplacement dans l'interface. Je pense que des modérateurs peuvent éventuellement changer de salon une personne, mais sinon ils sont super autonomes en fait, et on avait défini les groupes à l'avance, et on dit, le groupe 1 de la classe se retrouve dans le salon du groupe 1, et ça c'est hyper fluide, ils sont autonomes. Mais je pense que c'est possible de le forcer quand on fait de la modération, effectivement. Ouais, je confirme, quand il y a de la modération, on peut, en faisant un clic droit sur l'étudiant, on peut l'envoyer, le faire quitter la salle, faire bouger, quoi. Alors après, il est libre de revenir derrière s'il a envie, quoi. C'est ça. Globalement, les gens sont assez autonomes, quoi, dessus. Mais ça a vraiment posé aucun souci et je pense qu'ils apprécient, bien l'interface qu'ils connaissent par ailleurs avec les jeux qu'ils font. Voilà. Et si vous aimez pas d'ailleurs le thème foncé là, qui est fait parce que je pense que comme il joue la nuit, ça évite de s'arracher les yeux sur un écran blanc, mais on peut changer un certain nombre de choses, dont l'apparence. Donc si on souhaite plutôt avoir quelque chose d'un peu plus standard, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit tour de Discord, et si vous avez des questions plus spécifiques, je pourrais vous remontrer. Un micro-complément de pratique, c'est que là, on ne voit pas parce qu'il n'y a que Maëlle qui est connecté, mais quand tous les élèves sont connectés, une des choses que moi j'ai trouvé très confortable, c'est qu'en fait, c'est très visuel de voir qui est dans quel groupe vocal, qui discute avec qui, et c'est très facile de passer d'un groupe à l'autre. Et donc nous, quand on surveille, ça nous donne tout de suite, on a un clin d'œil qui est en train de discuter avec qui est en train de demander conseil à qui parce qu'il est en train de changer de groupe. Nous, on restait dans le groupe un peu salle des profs, et donc ils pouvaient venir nous voir si jamais ils avaient une question. Enfin, quand on était plusieurs, il y en avait qui étaient en salle des profs et puis les étudiants pouvaient venir, puis il y en avait d'autres qui pouvaient aller de groupe en groupe. Et donc ça, c'est vrai qu'en termes d'interface, c'est hyper confortable et c'est hyper facile à utiliser pour ça. Effectivement, ça permet de se rendre compte aussi de qui n'est pas là de façon récurrente et un peu de cerner ceux qui décrochent ou pas, quoi. Donc ça, vous l'avez plutôt utilisé pour faire des TD, entre guillemets ? TD et cours, du coup, on était tout le temps sur cette interface-là, parce qu'elle permet vraiment de naviguer facilement, donc entre des groupes de TD, de revenir à des documents qui ont été donnés en classe entière, c'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Juste une question. Bonjour à tous, je suis arrivé un peu à la bourre, désolé. Est-ce que tu l'as peut-être dit au niveau de la vidéo, tu l'as fait jusqu'à combien d'étudiants ? C'est 25. Ils l'ont remonté à 50 pendant le confinement, mais c'est 25. Il y a peut-être une option payante à prendre en plus, mais sur là. Et ça a bien marché en vidéo ? C'était efficace ? Ça marche bien. Moi, j'ai toujours fait en salon textuel et vocaux.
mais jamais en vidéo ou alors à 2-3 juste pour regarder, pour discuter plus avec l'autre prof. Mais c'est pas hyper indispensable la vidéo. En vrai, nous on s'en est pas servi parce qu'en plus, personnellement, j'ai vraiment une connexion internet qui est un peu fluctuante. Du coup, on a préféré éviter les flux vidéo, quoi. Ouais. Mais ça fonctionne, ça, il y a pas de doute, ouais. Okay. Mais globalement, je sais pas si les étudiants n'avaient pas envie, mais les quelques fois, en tout cas, où on a fait du partage vidéo, il y avait très peu de webcam allumées. Mais ce que je peux comprendre, parce qu'on n'a pas forcément envie de montrer sa chambre ou quoi. Mais après, en plus, l'avantage aussi, c'est que ça marche bien sur téléphone, quoi. Il y en a pas mal qui étaient sur téléphone avec Discord et ça fonctionne aussi bien sur. Alors, la connexion n'est peut-être pas d'aussi bonne qualité, mais au final, on a fait du Discord là, pendant le confinement avec des personnes qui étaient sur téléphone. D'accord. Et ça marchait aussi bien, quoi. Ouais, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il y en avait pas mal sur téléphone parce qu'ils arrivaient à envoyer super rapidement une photo d'un exercice, d'un point où ils coinçaient. Enfin, c'était vraiment fluide, quoi, la gestion des différents médias. Donc, eux, en tout cas, ça a l'air de vraiment bien convenir dans leur fonctionnement. Et du coup, je pense que ça les aidait à jouer le jeu, d'être présents. Et même pour ceux, je sais qu'il y en a qui utilisaient ça, qui utilisaient leur téléphone comme source de son. Et après, le partage de documents, tout se faisait sur ordinateur pour ceux qui n'avaient pas soit de micro sur leur ordi, etc. Donc, comme sur Zoom, il y a moyen de partager les deux et de faire le son d'un côté et la gestion du texte et tout ça de l'autre côté. Donc, je vais vous expliquer comment échapper à ce que je vais vous faire justement maintenant, c'est-à-dire un PowerPoint. Donc, l'idée, c'est si on doit faire vraiment un cours à distance, comment on peut le rendre plus riche. Donc, en gros, un cours, si on réfléchit un petit peu, c'est nous qui parlons, ou alors nous qui écrivons au tableau, ou alors nous qui montrons des diapos, ou parfois nous qui voulons montrer autre chose, notamment sur le web. On peut imaginer, ou évidemment ailleurs sur son ordinateur, utiliser une simulation, je sais pas quoi, ou juste aller sur YouTube pour voir un truc. Et donc, l'idée, c'est comment pouvoir alterner de façon un peu fluide entre toutes ces modalités. Alors, il y a une manière bien plus simple que tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est juste de faire un partage d'écran et de se balader d'une fenêtre à l'autre. D'accord ? Donc, vous pouvez à peu près quitter ma présentation maintenant parce que ça marche très bien, ça, il n'y a pas besoin de faire tout ce que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, l'idée, c'est alterner entre ces différents formats. Alors, le seul intérêt peut-être de ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que ça permet de produire facilement des vidéos si c'est des vidéos que vous voulez enregistrer pour les montrer aux étudiants après et de faire quelque chose d'un peu plus propre. Et puis sinon, alors pour ceux qui ont envie, on peut créer ce qu'on appelle un flux, c'est-à-dire en gros créer une vidéo qui va arriver sur, par exemple, YouTube ou Twitch et qu'on peut programmer à un moment donné qui va passer en direct auprès de ces étudiants à qui on donnera le lien si on ne veut pas le faire public auprès de la terre entière. Et après, on peut utiliser le chat de YouTube ou de Twitch pour interagir pendant que le flux vidéo passe. Donc, c'est un peu la même chose. Le 2 et le 3, c'est assez semblable. Voilà. Donc, comment faire ça concrètement ? Alors d'abord, matériel, un petit point matériel parce qu'on en a parlé à la dernière réunion, mais pour ceux qui n'étaient pas là, le matériel. Donc, je me suis pris en photo ce matin, mais j'ai changé de t-shirt depuis, vous avez vu. Donc, en gros, là, vous me voyez en direct. Donc, j'ai un ordinateur que j'ai un peu surélevé pour que, vous voyez, le plan, ça ne soit pas moi comme ça, quoi, ce qui est toujours hyper désagréable. Donc, voilà, là, je suis à peu près à hauteur. Vous avez remarqué là que j'ai mon écouteur et mon micro. Donc, contrôler le son un peu, surtout si chez soi, on a des enfants, c'est pas mal d'avoir un micro comme ça. Et puis, j'ai une deuxième webcam ici. Vous la voyez là, regardez. Et elle est accrochée à un pied que j'ai accroché à ma table. Donc, vu de côté, vous voyez, il y a la webcam qui est ici et un pied flexible à côté. Et ça me permet de filmer un carnet ou un cahier ou quoi que ce soit. La webcam, moi, je prenais ça alors que ça coûtait vachement moins cher. Je pense que depuis le confinement, ils ont doublé leur prix. Donc, c'est hyper cher. Avant, c'était 60 €. Là, c'est plutôt 100 ou 120 €. Et je pense que c'est quand même un excellent investissement. Et puis, le pied, celui-là, j'ai pris celui-là qui coûte 23 €, qui est hyper solide, stable et tout. Donc, je les trouve vachement bien. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres de mieux et de moins cher. Mais voilà. Et puis enfin, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment utiliser un logiciel pour alterner entre toutes ces visions différentes. Donc, je refais un partage maintenant de mon écran entier. Là, vous voyez mon écran, c'est bon ? Ouais. Et donc, le logiciel que moi, j'ai appris à utiliser pendant le confinement, c'est OBS. Donc, c'est un logiciel gratuit qui marche sur toutes les plateformes. Donc, ça y est, là, on est sur OBS. Vous voyez tous OBS ? Donc, OBS, il y a plein de petites fenêtres. Alors, je vous ai un peu simplifié en vous en laissant qu'une, mais si je vais dans Afficher, je peux revoir toutes mes petites fenêtres dans le doc. Vous voyez, il y a scène, source, mélangeur audio, transition de scène, commandes, statistiques, etc., etc. Voilà. Donc, OBS, c'est juste une sorte de régie, comme si j'étais à un concert de rock et que je voulais choisir quelle caméra je lance à quel moment ou pendant une émission télé. Donc, on va en fabriquer nous-mêmes pour que vous voyez comment ça marche. Je vais créer une scène, par exemple, où j'aimerais qu'on me voit moi et qu'on voit mon PowerPoint en dessous. D'accord ? Donc là, vous voyez, je fais plus en dessous pour rajouter un truc et je vais l'appeler moi et mon PowerPoint. D'accord ?
Donc voilà, là pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc je vais juste faire afficher les sources. Moi, je veux lui mettre des sources. Les sources, c'est ce qu'on va aller brancher sur cette scène. Je vais choisir les caméras que j'allume. Donc là, comme source, je vais par exemple mettre plus. Je vais rajouter un périphérique de capture vidéo, c'est-à-dire ma webcam. Et je vais par exemple me voir moi de face. Donc j'ai 2 webcams, donc c'est celle-là que je vais prendre. Donc c'est à nouveau moi. Puis je vais me redimensionner un peu parce que je ne suis quand même pas mégalo à ce point-là. Donc je vais me mettre en petit ici. Voilà, OK. Puis je vais rajouter un PowerPoint. Donc je vais rajouter une capture d'écran. Je pense que c'est ça, ouais. Je fais OK. À chaque fois, il faudrait mettre un nom. Et là, et là, je vais choisir… Ah non, alors c'est pas du tout ça. Et là, je vais choisir la fenêtre PowerPoint qui doit se trouver. Moi, j'ai plein de trucs ouverts, mais elle est là, ma fenêtre PowerPoint. C'est ce que je viens de vous montrer en PowerPoint, d'accord? Et pareil, c'est trop grand, donc je vais le redimensionner. Je vais me le mettre à côté de moi. Voilà. Etc. Je peux rajouter ma deuxième webcam à côté si je veux vraiment faire chic. Je peux mettre une petite vidéo et tout, et c'est tout. Donc là, il est là, moi et mon PowerPoint. J'en avais programmé une avant que je m'étais juste mis moi tout seul. Et vous voyez, j'alterne, quoi. Donc là, j'ai ma première webcam. Là, j'ai moi et mon PowerPoint. Sur une autre fenêtre, j'ai mis seulement ma deuxième webcam. Elle est là. Et c'est parti. Et je peux faire mon cours en direct comme sur un tableau noir avec la précision et la qualité du truc où je peux utiliser du data. Mais c'est plus souple qu'un vrai tableau parce que je peux vraiment alterner et on me voit faire les deux en simultané, quoi. Je peux aussi mettre, par exemple, là, c'est moi et mon écran d'ordinateur avec une très belle mise en abîme. Mon écran d'ordinateur tout seul, ou etc., etc. Donc, j'alterne entre ces différentes fenêtres. Alors, une fois que je suis content de toutes les fenêtres que j'ai programmées, je vire source. Et voilà, j'ai mon grand écran et je joue entre mes fenêtres. Donc, si j'étais en direct… Oui, pardon. Tu peux redire juste comment tu navigues d'une fenêtre à l'autre? Je clique là à droite, regarde. Tu me vois cliquer sur le menu de droite et j'alterne entre les fenêtres. Donc, donner des noms très explicites, sinon, il pouvait y avoir des surprises. Ça marche. Et puis, donc ça, c'est vraiment la vision de base. Et je pourrais partager mon écran et juste jouer comme ça, et déjà, ça serait pas mal. Mais l'autre intérêt, c'est pouvoir produire des vidéos avec ça. Donc là, dans le doc, je vais afficher, alors je crois que c'est commande. Voilà. Alors, commande, vous voyez, il vous dit qu'on peut commencer le streaming, démarrer l'enregistrement. Alors, c'est quoi la différence? Démarrer l'enregistrement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais lancer un enregistrement en vidéo et tout ce que je fais à partir de maintenant est enregistré. Et quand je fais arrêter l'enregistrement, il me produit une vidéo et j'ai mon fichier vidéo clean. Le fichier vidéo, évidemment, ne contient que ce qui apparaît sur cette fenêtre. Commencer le streaming, donc ça, c'est un truc un peu différent. Ça veut dire qu'il va envoyer en permanence un flux de tout ce qu'il y a là sur mon écran à une certaine adresse. Il faut que je lui dise à quelle adresse il l'envoie. Donc, si par exemple, je veux le faire sur YouTube, quand vous allez sur YouTube et vous demandez de faire du streaming, de faire un truc en direct, vous pouvez récupérer l'adresse du streaming. Et quand vous faites commencer le streaming ici, vous lui dites, alors là, évidemment, je ne l'ai pas dit encore, mais il faut lui dire dans paramètres, voilà, je vais lui dire le stream flux, je vais lui mettre ici la clé que m'aura donné YouTube. Si c'est Twitch, il va vous donner une clé ou d'autres logiciels que vous pouvez utiliser. À chaque fois, il vous donne une clé de stream, c'est ça qu'il faut chercher. Vous la rentrez là-dedans et après, ça veut dire qu'une fois que vous faites démarrer le streaming, ça l'envoie en direct sur YouTube, là où vous l'avez dit d'aller, ou sur Twitch. Il faut le faire évidemment quand vous êtes prêt parce que sinon, vous faites commencer le streaming avant et vous vous retrouvez sur YouTube en direct sans le savoir, quoi. Et vous pouvez arrêter ou commencer le streaming à tout moment. Et puis, vous pouvez démarrer l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement. Ça, c'est-à-dire que vous faites un truc vous-même en local, tranquille chez vous. Après, vous pouvez refaire un peu de montage vidéo si vous voulez épurer. Et vous avez une vidéo assez clean. Et à l'usage, c'est quand même très facile, une fois qu'on a nos 4-5 fenêtres-là, d'alterner et de jouer entre elles. Moi, j'avais fait des petites conférences depuis ma cuisine pendant le confinement. Et je faisais la conférence en live sur YouTube en direct et je faisais que alterner comme ça. J'étais tout seul. Alors, c'était évidemment un peu foireux et tout, mais finalement, c'est assez fluide. Et même si c'est un peu foireux, ça crée au moins de la dynamique, quoi. Ça fait qu'on n'arrête pas de passer d'une fenêtre à une autre. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même super agréable pour les étudiants de ne pas se taper que notre diaporama et nous en tout petit en bas à droite. Mais rien que le fait que notre visage soit de temps en temps plus grand, plus petit, de temps en temps en plein écran et tout, ça crée de la dynamique et ça fait un truc un peu plus fun, quoi. Et juste petite question, est-ce qu'il y aurait moyen de le mettre en live, donc en streaming, et en même temps de l'enregistrer pour pouvoir envoyer finalement la vidéo à terme et qu'il puisse le ouais, tu peux, mais en fait, tu n'en as pas nécessairement besoin parce qu'en général, quand tu le mets en live et en stream, que tu l'envoies sur un YouTube ou un Twitch, lui, il te l'enregistre comme une vidéo et une fois que ton live est terminé, ça devient une vidéo YouTube normale. Ok, ouais, carrément. Et l'intérêt, c'est que tu peux même sur YouTube, après coup, changer le début et la fin, par exemple. C'est-à-dire, si tu as laissé un début, genre 10 minutes pour attendre tout le monde, tu peux virer ce début après sur YouTube une fois qu'il a enregistré sa vidéo et lui dire commence qu'au bout de la 10e minute. Et tu peux le faire après coup. Moi, c'est ce que je faisais. Mes conférences, elles commençaient une demi-heure avant avec un panneau du genre rendez-vous dans une demi-heure. Mais après, une fois qu'elle était sur YouTube, et on peut encore les voir maintenant si vous tapez conférence confinée, j'ai viré sur YouTube le début parce qu'il a une petite fonctionnalité montage YouTube où on peut retoucher un peu au fichier vidéo après coup. Mais on peut en même temps faire un enregistrement et un stream. Ça, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'on peut utiliser OBS avec Zoom ou Ecolab? Alors on peut, c'est un peu plus technique. Il y a des tutos sur Internet qui sont bien foutus, surtout ça dépend si tu es sur Mac ou sur PC. En fait, c'est technique, pourquoi? C'est parce que tu as l'histoire du son et de la vidéo, parce que tu es en train d'utiliser un micro de plein de façons différentes en même temps. Donc il faut juste préparer un peu. Donc tu as un tuto de 5-10 minutes où il faut télécharger un truc qui s'appelle une caméra virtuelle et qui permet d'envoyer directement sur Zoom, par exemple, le flux de ton OBS. C'est un petit peu plus technique, mais ouais, ça se fait. Et là, tu n'as pas trop de délai? Je crois pas, mais j'ai pas testé moi-même. J'en ai pas eu l'usage pour l'instant, donc je sais pas. Ouais, peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, moi ce que j'ai fait tout à l'heure là pour vous le partager sur Zoom, il y a un truc qui s'appelle prévisualisation, je crois, sur OBS. Tu peux ouvrir une fenêtre externe qui montre ta scène actuelle. Ah oui, c'est ça que tu partages en fait comme écran. C'est ça que j'ai partagé, mais j'ai l'impression que ça casse pas mal la qualité. En tout cas, quand j'ai une webcam, là, j'en avais pas. Mais j'ai fait un test. Je crois que c'est en moins bonne résolution la prévisualisation. Je pense, ouais. C'est assez. Ouais, je pense qu'il vaut mieux dans ce cas-là partager carrément l'écran où on voit OBS avec juste ce petit menu à droite et les fenêtres, ce qui n'est pas très dérangeant. Et c'est ce que je vous ai fait moi en direct et finalement ça marche assez bien, quoi. Et ça, évidemment, vous pouvez le faire depuis Discord, comme elle a montré qu'on pouvait partager l'écran, ou depuis Zoom ou autre. Après, créer un flux qui va vers Discord, c'est un petit peu plus technique, je crois. Frédéric, ça va être à toi maintenant, qui va nous montrer comment rajouter à tout ça son smartphone et comment utiliser son smartphone en outil supplémentaire pour pouvoir faire encore d'autres choses pendant son cours si vraiment il s'ennuie après tout ça, quoi. Oui, parce qu'un cours sans smartphone, c'est comme une journée sans pain. Alors, donc, là, je vais avoir un discours assez physicien, c'est surtout comment utiliser son smartphone pour faire de la physique expérimentale avec. On peut faire plein de choses avec son smartphone. Et plus précisément, dans un smartphone, vous avez plein de capteurs qui permettent au smartphone de savoir s'il est comme ça, ou d'ajuster l'INSEE de l'écran. Mais tous ces capteurs, ce sont des capteurs de propriétés, de mesures physiques. Ils mesurent une accélération, une quantité de lumière. Et on peut récupérer ces données alors soit pour demander aux étudiants de faire des expériences avec. C'est ce qu'on a fait avec Julien beaucoup pendant le confinement. Et on peut aussi imaginer d'autres types d'utilisation comme des devoirs à la maison, par exemple, des devoirs expérimentaux à la maison. Ou simplement des démonstrations de cours où on fait la démonstration de la chute des corps en laissant tomber son smartphone, par exemple, devant les étudiants, en direct, en présentiel ou en distanciel, ça marche dans tous les cas. Alors, il y a plusieurs applications qui permettent de récupérer les données des capteurs. Je vais vous en présenter une, Fifox. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran là maintenant? Ouais, c'est bon. Nickel, merci. Et ce que je vais, la deuxième étape que je vais faire maintenant, c'est envoyer sur mon écran l'écran de mon smartphone. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour autre chose que la physique. On en discutait un tout petit peu avec Julien en début. Si vous projetez l'écran de votre smartphone sur votre ordinateur, ça vous permet d'avoir une deuxième webcam, par exemple, et ça peut être utile éventuellement pour montrer un détail de quelque chose que vous voulez montrer aux étudiants dans mon web. Il y a plusieurs applications pour projeter votre écran sur votre écran de PC. Celle que j'aime bien utiliser, moi, c'est celle qui s'appelle Streamcast par Dimitri Kivorushko. Voilà. Et en gros, quand je la lance, donc là, vous avez l'histoire du réseau Wi-Fi, Frédéric. Ouais. Ça marche bien à condition que votre ordinateur et votre smartphone soient sur le même réseau Wi-Fi. Donc là, ce smartphone et mon ordinateur sont connectés sur mon réseau Wi-Fi. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une adresse IP qui apparaît sur mon smartphone. Et dans mon navigateur, je tape cette adresse et ça me permet d'accéder à une copie de mon écran de smartphone. Donc ça ne me permet pas de contrôler mon smartphone à distance, mais ça permet de voir sur mon ordinateur l'écran de mon smartphone. Donc là, par exemple, vous avez mes différentes icônes, et si quelqu'un me téléphone, les étudiants voient qui m'appelle et ce que je dis à ce moment-là. Donc, des fois, je passe en mode avion avant de faire ce genre de manipulation. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'appli que tu utilises sur ton téléphone? Ouais, Stream par Dimitri Kivorushko.
D'accord. Ok, c'est pas retourner d'accord. Ouais. Alors, bah, attends, je vous la mets dans la conversation. Le brancher en USB, ça marche. Tu peux pas avoir ça marche. Donc voilà, là je te mets le nom. Ça marche. Oh merde. Il faut faire attention. Je vais bloquer l'autorotation aussi. Sinon vous allez avoir le mal de mer. Il y a aussi des solutions qui marchent en USB, oui. Après, alors ça peut être utile quand tu as des problèmes de Wi-Fi, c'est-à-dire que si le Wi-Fi est un peu compliqué, genre Ethereum, ce genre d'application va mal marcher. Donc dans ce cas-là, les solutions, c'est soit tu t'installes une petite antenne Wi-Fi pour avoir un réseau principal, c'est pas grave, c'est relié à l'Internet. L'important, c'est que tu aies un réseau Wi-Fi sur lequel soient connectés tes deux appareils, soit avec un câble USB. Ouais. Alors, donc, et ça ouvre pas mal de possibilités. Si vous ouvrez l'appareil photo, voilà, vous avez la webcam pour montrer ce qui se passe en dessous de mon ordinateur, par exemple. L'application dont je vais vous parler, moi, c'est Fifox, celle qui est celle-là, donc PHYPHOX, car c'est une application, elle est libre et elle a été développée par l'université d'Aix-la-Chapelle. Donc voilà, c'est gens bien. Elle a été traduite en français donc elle est facilement utilisable par nos étudiants et normalement sans trop de problèmes. Et vous avez notamment, quand vous l'ouvrez, la liste des capteurs. Donc là, si vous regardez, vous voyez qu'au tout début, vous avez tous les capteurs qui sont installés sur votre smartphone. Et donc là, je vais vous présenter un peu les possibilités de Fifox en faisant d'abord les fonctionnalités de base et puis après, si les fonctionnalités avancées éventuellement si on est en train de se... Donc les fonctionnalités de base, c'est vous avez accès aux différents capteurs. Donc là, vous voyez que sur ce smartphone, vous avez un accéléromètre, un gyroscope, le GPS, le capteur de lumière, le magnétomètre et le capteur de pression qui sont accessibles. Alors c'est un smartphone que j'ai installé exprès pour faire des cours. Donc il y a tous les capteurs qui sont installés. Après, selon les smartphones que vous avez, tous les capteurs ne sont pas forcément installés et s'ils ne sont pas installés, le nom est grisé, vous ne pouvez pas accéder aux données. Donc typiquement, tous les capteurs ont accès à l'accéléromètre, parce que c'est ce qui permet de savoir si votre smartphone est orienté comme ça ou comme ça. Par contre, les capteurs de pression sont plus rares et sont réservés aux smartphones un peu plus chers. Alors, comment ça marche? Par exemple, donc je vais ouvrir le capteur accélération avec G. Donc je clique dessus. On ne voit pas ce que je fais, excusez-moi. Donc la fenêtre de base, c'est que vous avez accès à différents onglets. Donc là, vous avez le premier onglet, graphe. Et pour lancer la mesure, je clique sur la flèche qui est... Est-ce que vous voyez mon curseur? Je crois. Hein. Oui, on voit tout. Donc, vous cliquez sur cette flèche-là. Évidemment, j'ai cliqué à côté. Tac. Donc là, il commence à faire des mesures. Maintenant, comme c'est l'accéléromètre, il va mesurer l'accélération du smartphone. Donc, si je commence à faire des choses bizarres, il va mesurer. Il y a 3 axes. Donc, vous avez des signaux différents selon que vous secouez votre smartphone dans un sens ou dans l'autre. Vous arrêtez en appuyant sur pause. Et là, vous avez les données d'accélération de votre mouvement. Vous pouvez zoomer sur un graphe, chouk, pour voir ce qui se passe de façon plus précise. Et vous pouvez également faire des mesures, soit savoir quelle est la valeur à un point donné, soit mesurer la distance entre 2 points, par exemple, si vous voulez mesurer une période ou ce genre de choses. Et vous pouvez toujours revenir en marche arrière pour revenir aux données. Donc voilà, ça c'est les fonctions de base. Ce qui est important pour nous quand on fait les mesures, donc on peut soit faire les mesures en direct comme je viens de le faire, donc ça c'est déjà pas mal, parce que ça permet de faire pas mal de mesures assez rapidement avec des étudiants, ou si on veut faire une démonstration en direct, de montrer comment on fait la mesure. Si on veut faire des traitements un peu plus poussés, donc en cliquant sur les 3 petits points, évidemment il faut le faire en vrai, vous pouvez exporter les mesures, ici, et envoyer le fichier par fichier mail, par exemple, et l'envoyer à qui vous voulez. Si je reviens, donc en cliquant sur cette flèche ici, on revient sur les fenêtres de base.
Donc, vous avez les différents capteurs dans la première fenêtre. Et puis après, vous avez d'autres. Vous avez aussi accès à toutes les expériences qui ont trait à l'acoustique, parce que le micro peut être considéré comme un capteur. Donc, vous avez pas mal d'expériences d'acoustique. Donc, vous pouvez par exemple faire une mesure d'intensité sonore. Donc là, maintenant, on mesure des décibels et quand je parle, on voit le son qui augmente et quand on fait tous, le son va diminuer. On peut aussi faire, après il faut explorer, puis il y a d'autres expériences, il y a des chronomètres qui peuvent être intéressants, et puis après vous avez des expériences qui sont déjà construites, c'est-à-dire qui utilisent les différents capteurs de votre smartphone pour vous présenter déjà une analyse déjà préparée. Donc là typiquement l'expérience accélération centripète, si vous la lancez, va mesurer l'accélération et la vitesse de rotation avec le gyroscope pour essayer de voir le lien qu'on peut trouver entre ces deux quantités. Alors là, il faudrait mettre le smartphone dans un système qui tourne et puis faire l'expérience proprement pour voir comment ça marche. En tout cas, le message, c'est qu'on peut utiliser... il y a plusieurs expériences qui ont déjà été construites avec les capteurs du smartphone qu'on peut utiliser. Et là, après, il faut explorer dans toute la liste des différentes expériences qui sont proposées par l'expérience. Ça, c'était pour les fonctions de base. On peut déjà faire beaucoup de choses avec tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que ScreenStream marche sur iPad? J'ai demandé. Oui. ScreenStream, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un flux vidéo à une certaine adresse. Donc n'importe Non, je pense que la question, c'était que l'iPad envoie vers. Ça, je ne sais pas si ça s'installe sur l'App Store. Mais il y a plein d'applications qui capturent l'écran. Si vous tapez Stream et Screen. J'ai du mal à trouver un truc qui reste un peu fluide. Notamment, j'en utilise une qui s'appelle Let's View, et qui est gratuite et tout, donc c'est pas mal. Mais en fait, j'ai l'impression que quand l'app, elle n'est pas sur le devant de l'écran, ça commence un petit peu à avoir du délai pas mal, etc. Mais donc, j'ai pas trouvé l'appli idéale pour mettre en miroir l'écran d'un truc iOS, iPad. Alors la question c'est, est-ce que ScreenStream fonctionne sur iOS? Ça, je ne sais pas. Il faudrait tu regardes sur l'App Store. Ouais. Je n'ai pas d'appareil Mac moi-même, donc je ne peux pas te répondre à ta place. Cette application-là, ScreenStream, a l'avantage d'être relativement légère et d'être assez efficace, justement pour ces problèmes de delay et de temps. Et de J'en ai utilisé d'autres qui avaient un peu des problèmes de lourdeur, qui étaient lourdes. Ça, c'est vraiment un truc qui est léger, qui est utilisé par des gens qui s'y connaissent en informatique et qui ont vérifié qu'il n'y a pas trop de cochonneries. Et donc, j'ai assez confiance et elle est assez efficace. Moi, j'ai une question, c'est pas pour moi parce que je suis pas physicien, mais sur un téléphone, il y a quoi de base sur le téléphone le plus basique? Qu'est-ce qu'il y a comme capteur? L'accéléromètre. Avec l'accéléromètre, ouais. Parce que donc c'est ce qui permet au téléphone d'être comme ça ou comme ça. Oui. Assez souvent, vous avez un gyroscope. Donc l'accéléromètre, c'est 89%. Le gyroscope, c'est à peu près 90% des smartphones. Le capteur de lumière est présent dans pas mal de smartphones. Là, on est aussi aux alentours de 80-90%, parce que c'est ce qui permet de faire l'éclairage automatique de ton écran. Oui. L'écran qui devient plus brillant quand il y a du soleil et moins brillant la nuit pour pas trop te fatiguer les yeux. Mais même s'il est présent sur tous les appareils Apple interdit aux autres applications d'avoir accès à ces données. Donc voilà, il est là, mais pas utilisable sur tous les appareils Apple, malheureusement. Le GPS, pareil, tous l'ont quasiment. Ceux que tu as moins trouvé, ça va être le magnétomètre et le capteur de pression. Alors le magnétomètre est quand même sur pas mal de smartphones, 50% ou 40%, je crois, parce que ça sert de boussole. Et ça aide Google Maps, par exemple, pour t'orienter quand tu te promènes dans la ville. Donc, c'est quand même un capteur qui est assez présent, même s'il n'est pas présent sur les smartphones vraiment d'entrée de gamme. Par contre, le capteur de pression, lui, il est vraiment que sur les smartphones haut de gamme, parce que c'est vraiment c'est un capteur qui est utilisé pour améliorer un tout petit peu la mesure d'altitude de ton GPS, et il y a très peu d'applications qui l'utilisent. Et les données, elles sont exportables. Par exemple, le graphique que tu nous as fait tout à l'heure d'accélération, elles sont exportables dans un format, je sais pas,
tout ce que tu veux. Regarde, toi, je fais une mesure là, mesure de chute libre. J'ai mon téléphone, je laisse tomber. Voilà. Donc là, tu as une magnifique expérience de chute libre. Oui. Je clique sur les 3 petits points qui sont là. Et je clique sur exporter la mesure. Tu veux un format Excel, CVS avec virgule, point, table. Tu veux quoi comme format? Je sais pas pour moi, mais oui, Excel si tu veux. Vas-y. Excel, très bien, ok. Et voilà, maintenant, si tu me donnes ton adresse email, je te l'envoie. D'accord. Étienne Blanc. Étienne Blanc. Étienne.blanc. Ouais, ça va être trop compliqué, ça, je le sens pour le faire rapidement. Mais c'est pas grave, c'était juste pour savoir si c'était faisable. Mais... Ça marche, oui. Donc ça marche, c'est fait pour. Enfin, je veux dire, c'est fait par des physiciens. Alors le développeur est un Allemand, mais qui enseigne à l'université d'Aix-la-Chapelle et qui l'a développé pour faire de la physique et qui est très réactif. Donc, quand on a un problème, on peut aller sur le site de Fifox et lui écrire et il répond et ça marche assez bien. Il est vraiment à l'écoute et c'est vraiment agréable. Après, sinon, je peux dire 2 mots sur le mode expert où il y a 2-3 trucs oh là là. qu'on peut faire en plus. 2 mots sur le mode expert, je te crois absolument pas là. Oui, si. Vas-y, 2 mots, mais tu as 1 minute. Hein. Ok. Juste pour dire qu'on peut faire un contrôle à distance, c'est-à-dire que je peux contrôler mon smartphone à partir de mon ordinateur en allant ici et en autorisant le contrôle à distance. Donc ça permet d'avoir son smartphone dans un dispositif expérimental et de le contrôler loin. Là, pour le coup, je peux lancer et arrêter la minute de mon ordinateur. Et il y a possibilité de créer soi-même des programmes Fifox, de les personnaliser et de les distribuer à ses étudiants. Waouh, Voilà. tu as fait moins d'1 minute. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Frédéric ou pour les autres intervenants? Juste, Frédéric, qu'est-ce que c'est du coup les modalités que tu as le plus utilisées en cours là, par exemple? Alors en cours, j'ai à peu près d'utilisation ou... Oui, qui ont servi effectivement à faire de la physique pour enseigner des trucs, quoi. Alors, moi, j'ai fait des démonstrations de Fifox devant des étudiants, comme je viens de te faire, pour leur montrer comment l'utiliser. Et après, on a demandé donc avec Julien, on a demandé à des étudiants de L2 de faire des TP chez eux, mais en synchrone, c'est-à-dire qu'on était là avec eux dans des salons, ils faisaient l'expérience, puis ils revenaient nous voir, on discutait avec eux. Donc ça, c'est un mode d'utilisation. Okay. L'autre mode d'utilisation qu'on a fait, c'est demander à des étudiants de faire des projets chez eux et de venir discuter après avec nous des problèmes qu'ils avaient. Donc ça, on l'a fait avec des étudiants de L3. Okay. Et après, Julien a fait des démonstrations conférences confinées dont il parlait tout à l'heure, où là, il faisait des expériences avec son smartphone pour montrer à un grand public comment on peut faire de la mesure. Ok. 3 utilisations ces derniers mois de Fifox. D'accord, merci. Oui, Anne-Claire? Oui, juste pour vous faire partager l'expérience, parce que moi je l'ai utilisé aussi. Alors ils étaient en présentiel parce que c'était en décembre. Moi j'ai utilisé Spectre Audio en fait pour le cours sur les ondes. Voilà, et j'avais amené une guitare et en fait on regardait un peu les fréquences fondamentales et puis des harmoniques. Et après en changeant soit de corde, soit la tension de la corde, etc. Et ça leur avait plu. Alors voilà, comme c'était la première occurrence du cours, j'avais fait ça à la fin et c'était pas encore très très au point, mais ça leur avait plu. Donc, voilà, juste pour vous faire partager cette expérience.